Bonsoir tout le monde. Vous êtes encore très nombreux ce soir à nous avoir rejoints pour le troisième cycle de Convergence, dédié à la préparation de copies, enfin intitulé «De la préparation de copies à la révision de traduction», organisé par l'Association des correcteurs de langue française, représentée ce soir par Étienne, qui monte ces tables rondes, hein, qui passe beaucoup de temps et passe beaucoup de temps avec moi aussi à discuter de la substantifique moelle que nous allons pouvoir tirer de tout ça. Et puis, co-organisé par Fontaine aux Livres, dont la représentante est là, Gaëlle. Gaëlle, est-ce que tu veux nous dire un tout petit mot de Fontaine aux Livres? Et puis Oui, Étienne introduira aussi la soirée juste après. bah, avec grand plaisir. Merci Sophie. Nous, on est donc très heureux de s'associer pour cette troisième édition avec la CLF à ce cycle de rencontres convergence qui vise à faire découvrir hein, et à rentrer dans le cœur du métier de correcteur, qui est un métier, on l'a déjà dit ici, souvent invisibilisé, où qu'on a du mal à appréhender, qui est souvent un peu le parent pauvre de l'édition, alors qu'on sait très bien que c'est un lieu extrêmement important de la vie du livre, parce que c'est peut-être le correcteur est peut-être la personne la plus à même de travailler sur le texte, la plus proche du texte, et donc, euh, et donc au cœur du livre et de l'écrit. Donc, du coup, on a déjà travaillé avec Étienne sur les correcteurs de littérature, puis la correction de sciences humaines. Aujourd'hui, c'est la révision de traduction. Et en fait, ce qui est intéressant pour nous à Fontaine-Olive dans ce cadre, c'est d'arriver aussi sur des terrains complètement inconnu, en tout cas pour, quelqu'un qui n'est pas traducteur, un métier complètement, nouveau, inconnu, en tout cas, voilà, qui n'a aucune visibilité aujourd'hui et ça fait écho aux missions de l'association. Donc Fontaine Olive, c'est, une association qui a pour but d'accompagner les acteurs de la chaîne du livre, donc les maisons d'édition, mais aussi les correcteurs, les traducteurs, les graphistes, les agents littéraires, et j'en passe. On a 150 structures aujourd'hui dans le réseau de professionnels. On a également une pépinière d'entreprise qui est située à Paris 11e, où on héberge 30 structures pour des durées de 2 ans. L'idée étant de les faire avancer dans leur activité. Et on a toute une activité de formation professionnelle, dont des formations d'ailleurs à la correction, notamment une formation sur la correction inclusive menée par Sophie Hoffnung. Donc de la formation individuelle, collective et de l'accompagnement à la création et au développement de tous vos projets. Donc voilà, donc du coup, on est complètement, dans notre cœur de métier d'être avec vous, aujourd'hui et je remercie vraiment Sophie Queudeville, d'être la modératrice de ces rencontres parce que je trouve que c'est vraiment, enfin que tu sais très bien les animer. Même si moi non plus, ce n'est pas complètement mon domaine de compétence, donc c'est parce que les invités m'aident beaucoup en amont et Étienne aussi. Étienne, un petit mot pour la CLF? Alors, la CLF, l'Association des correcteurs de langue française, est une association qui est née en 2018, il y a déjà 5 ans. Nous allons d'ailleurs fêter les 5 ans de l'association à Lyon. Entre correcteurs, on sera une quarantaine à se réunir pour un temps fort, voilà, le temps d'un week-end. Aujourd'hui, l'association, elle compte 160 adhérents. Et ses objectifs, ils sont au nombre de 4. Fédérer, promouvoir le métier, représenter la profession, former et informer. Donc ça, c'est les 4 objectifs qu'on s'est fixés dès la fondation, en fait, en mai 2018. Et bon, à cette occasion, je vous informe qu'on aura deux formations, l'une sur la bibliographie le 15 novembre et l'autre sur le pourquoi des codes typos dans le premier trimestre de l'année prochaine. Alors à la CLF, on fait plein de choses. Il y a des webinaires, aussi il y a de la formation, il y a des temps conviviaux, etc. Concernant Convergence, on est très content effectivement de collaborer avec Fontaine aux Livres et on espère que vous pourrez découvrir mieux ce métier méconnu de réviseur de traduction entre le préparateur de copie et le traducteur quelque part.
Sinon, pour les remerciements, je remercie évidemment tous nos intervenants, sans qui ça ne serait pas possible. Je remercie Sophie Quetteville, qui anime avec brio nos rencontres et qui les prépare en amont. Je remercie Fontaine aux Livres pour la diffusion, Olivier Manoni de l'ETL, Laurence Richard de la TLF, la SFT Atlas. Et je remercie aussi tous mes camarades de la CLF qui m'ont aidé à mettre sur pied ces rencontres. Voilà, bons échanges alors. Merci beaucoup, Étienne. Alors, je rappelle à tout le monde qu'en fait, les échanges vont être filmés, on est enregistré. Donc, si vous n'en avez pas eu assez, vous pourrez nous réécouter. Enfin, c'est surtout pour les gens qui n'auront pas pu assister à la rencontre ce soir, vous pouvez leur dire que certainement la vidéo sera visible d'ici quelques semaines sur le site de la CLF ou envoyer un mail à la CLF pour y avoir accès. Une des personnes du public, Étienne, me demandait si les autres cycles avaient été, s'il y avait une trace. Alors oui, à part une rencontre où la vidéo avait mal fonctionné, on va dire ça comme ça, je crois qu'on a tout filmé et que tout ça est visible. Tout ça est sur le site. Oui, voilà, ce que j'allais dire, elles sont toutes sur le site de Fontaine aux Livres. Donc, quand on vous remettra sur la chaîne YouTube, pardon, de Fontaine aux Livres. Donc, dès qu'on vous remettra cette nouvelle vidéo, vous aurez aussi accès à toutes les anciennes. Mais vous pouvez déjà, dès à présent, aller sur YouTube, sur la chaîne de Fontaine aux Livres, et vous les trouverez, les vidéos Convergence. Elles sont aussi sur le site de la CLF, Ah, super, d'accord. www.aclf.fr. Voilà, parfait. Eh bien, et puis, alors on a cité 3 intervenantes, on les a remerciées, mais on n'a pas encore cité qui elles sont, nos intervenantes. Donc, je vais quand même commencer par les remercier d'être là toutes les 3 et les présenter. Julie Galante-Fouquet, Sophie Hoffnung et Raphaël Liebart. Je l'ai bien dit cette fois, Raphaël. Liebart? Liebart, c'était parfait. Liebart, un jour je vais y arriver. Julie Galante-Fouquet, vous avez, avant d'être correctrice, préparatrice de copie, réviseuse de traduction, vous avez travaillé dans différentes maisons d'édition. Viviane Ami, Baron Percher, Flammarion, je dois en oublier. Vous avez été sessionnaire de droit dans certaines de ces maisons, puis éditrice jeunesse. Depuis 2016, vous vous êtes attelé à ce nouveau métier, la correction, préparation de copie, révision de traduction. Vous êtes aussi lectrice et éditrice indépendante, je crois. Enfin, le bouquet de l'indépendance. Et vous révisez régulièrement des traductions, notamment pour les éditions des Escales, si je ne me trompe pas. Bienvenue, Julie. Merci, Sophie. Merci, bonsoir à tous. Sophie Hoffnung, vous êtes lectrice-correctrice dans l'édition depuis une bonne quinzaine d'années. Vous faites de la préparation de copies et de la correction de romans et d'essais, et notamment pas mal en littérature jeunesse, Albert Michel Jeunesse, Hélium, l'École des loisirs, Talons Hauts. Et puis, depuis quelques années, vous travaillez aussi pour la presse, et notamment pour la magnifique revue La Déferlante, et je crois aussi pour Mediapart. En parallèle, et c'est vous qui avez la double casquette ce soir, vous êtes aussi traductrice littéraire de l'espagnol vers le français, et vous considérez que les 2 activités s'enrichissent mutuellement. Bienvenue, Sophie. Merci, Sophie. Bonjour à tout le monde. Bonjour à tous et toutes. Et l'éditrice, parce qu'il faut que la chaîne soit complète, donc Raphaël Liebart. Vous avez démarré au Royaume-Uni, Raphaël, dans une des maisons du groupe Random House, avant de nous revenir sur le sol français, et travailler pas mal d'années aux éditions Christian Bourgois. Et puis, depuis 2017, vous êtes directrice littéraire aux éditions Stock, où vous dirigez la plus que centenaire dorénavant collection de littérature étrangère, la Cosmopolite. Bienvenue, Raphaël. Bonsoir et merci, Sophie. Alors, Raphaël, on va démarrer par vous, parce que finalement, c'est vous qui allez distribuer ce travail à la fois aux traducteurs
et aux correcteurs, préparateurs de copies, réviseurs. Il va peut-être falloir qu'on se mette d'accord d'ailleurs sur ces définitions-là, parce que finalement, vous attendez quoi quand vous donnez alors, on va d'abord parler de comment ça se passe à l'intérieur de la maison, mais juste après, de ce que vous attendez une révision de traduction, vous attendez une préparation de copie plus une révision de traduction? Alors, chez Stock, comment ça se passe? Ouais. Pour la littérature étrangère, malheureusement, depuis un certain nombre d'années, il n'y a plus de préparation de copie ou de révision externe systématique. C'est quelque chose qui a été gardé, et d'ailleurs c'est le cas chez Stock, mais c'était le cas chez Autrement où j'ai été également. Ça a été gardé pour le français, pour la littérature française, et systématiquement on externalise la prépa de copie. Alors que pour la littérature étrangère, bah, je pense que c'est pour tout ça est une question je pense, d'économie. Ça, on a voilà, les directions ont décidé de ne plus faire, de plus externaliser ce travail de façon systématique. Donc nous, chez Stock, ce qu'on fait, c'est que c'est en fonction de chaque texte. En gros, on publie maintenant dans la Cosmopolite, je dirais que je publie entre 10 et 12 traductions, nouvelles traductions par an. Et il y a plusieurs raisons pour lesquelles on va choisir d'externaliser un texte. Et je dirais que c'est à peu près, peut-être, ça m'arrive 2, 3 fois par an maintenant. Donc, je ne sais pas si vous voulez savoir les raisons, Sophie, maintenant, ou pas, qu'est-ce qui préside à notre choix D'externaliser, bah, ouais. j'imagine quand il y a le plus de travail sur le texte? Alors ça dépend, ça peut être une question de planning pour nous, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de textes en même temps, on a eu beaucoup de rendus de traduction en même temps et du coup, on est un peu sous l'eau et donc on se dit que pour que le travail soit fait de la façon la plus professionnelle possible. Nous, on n'est pas capable, on se sent pas capable de faire un bon travail parce qu'on a trop d'autres choses à côté. Dans ces cas-là, on externalise le texte. Parfois, effectivement, c'est quand il y a beaucoup de travail sur la traduction et là, on n'a vraiment ni le temps, ni, il faut le dire, les compétences parce que même nous, en interne, on peut faire une relecture de traduction, surtout quand c'est des langues traduites d'une langue qu'on peut lire, mais voilà, on ne prétend nullement avoir l'expertise et le professionnalisme d'un réviseur ou d'un préparateur de copies externe, hein. C'est pas le même travail. Donc parfois, quand on sent qu'il va y avoir beaucoup de travail sur une traduction, on pense que c'est mieux qu'il y ait quelqu'un, et encore une fois, quelqu'un qui puisse se plonger dans le texte, s'immerger, être avec le texte pendant 2 semaines, 3 semaines s'il le faut, là où nous, ça sera un travail qui sera constamment interrompu par d'autres choses. Donc c'est très difficile, c'est pas la même concentration. Donc s'il y a une traduction impeccable, bon, bah, c'est possible de le faire, mais quand il y a plus de travail sur une traduction, parfois on choisit d'externaliser, ou parfois, comme ça m'est arrivé récemment, une traduction très bonne, mais là c'était le cas d'une autrice qui parle couramment français et qui lit couramment le français, qui allait relire la traduction et qui est très, très, je dirais, pointilleuse ou assez stressée et voulait être sûre que la traduction française soit très, très proche de ce qu'elle avait fait. Et là, on a externalisé le texte pour avoir justement quelqu'un qui puisse nous faire vraiment une révision de traduction ligne à ligne et pour être certain qu'il n'y avait pas d'oubli, pas d'erreur et que ça soit vraiment que le texte soit voilà, impeccable en fait, dès la fin de la révision de la traduction, sans même attendre la correction des preuves voilà, c'est un peu nos 3 cas de figure et moi, j'aurais tendance à dire, mais alors après, c'est peut-être du jargon chez nous, je dirais plus préparation de copie quand c'est un texte français et nous, quand on externalise, en général, ça va être pour une révision plutôt. Et histoire de rassurer, nos amis, correctrices et correcteurs, parce que je pense qu'il y en a beaucoup dans le public, vous disiez qu'il y avait, une relecture interne pour beaucoup des textes et dans ce cas-là, j'imagine qu'il y a bien un passage au moins de correction des preuves à la fin. Il y a un traducteur professionnel qui intervient et peut-être même là, pour le coup, avec un petit peu plus de travail que s'il y avait eu un boulot de prépa de copie en amont. Oui, alors bien sûr, déjà en général, quand on fait la relecture en interne, on fait 2 relectures. Donc, il y a ma collaboratrice Léa Marty, puis moi, ou l'inverse selon nos emplois du temps. Donc, on fait 2 relectures. Et bien sûr, après, au stade des épreuves, on envoie on a des correcteurs absolument formidables. On envoie à nos correcteurs les premières épreuves pour une correction.
Mais où il est vrai, ça j'en suis bien consciente, que du coup le correcteur fait aussi un peu de préparation, pour le coup, de préparation de copie, parce qu'il y a voilà, on laisse passer, fatalement, on laisse passer des choses, et du coup il y a toujours un peu plus de travail, voilà, au stade de la correction. Alors que si un texte, chaque fois qu'on envoie un texte en révision, quand on le récupère, on le met, hop, premières épreuves en correction, et il y a 2 coquilles et 3 problèmes d'espace ou de majuscules. Mais je veux dire, les textes sont impeccables. Donc effectivement, ça donne un surcroît de travail au correcteur, et un surcroît au niveau du coup de l'intégration aussi des corrections. Et ça donne des premières épreuves parfois un peu moins, ou parfois on se dit qu'on préfère ne pas travailler, c'est-à-dire ne pas faire lire à l'extérieur ces premières épreuves. On préfère attendre d'avoir des épreuves corrigées pour faire circuler le texte à l'extérieur. Alors que si ça revient d'une révision, je veux dire que ça part en épreuve, c'est imprimé, on envoie. Donc, Merci Raphaël. Quand justement les quelques fois donc, où ça part chez nos amis réviseurs de traduction, euh, comment vous les briefez, les préparatrices de copie réviseuses ou préparateurs réviseurs que vous contactez? Vous leur faites une feuille de route, ça se fait au téléphone, et qu'est-ce que vous leur racontez? Qu'est-ce que vous leur demandez en fait? Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose de très précis? alors, c'est toujours plutôt par téléphone, parce qu'en général, on parle entre nous, on se dit, tiens, à qui on pourrait le confier? On connaît un peu les réviseurs ou les réviseuses avec lesquels on travaille, on connaît leurs affinités, avec quel type de texte ils aiment. On pense très souvent, ah tiens, elle, ça, elle adorera, ou voilà, ou dans lui, c'est pas trop son genre. Donc, on essaie un peu de penser à la sensibilité de la personne qui va réviser le texte. Bien sûr, on parle selon les langues, évidemment. Si on sait que c'est qu'un texte, une révision de l'italien, et qu'on a de la chance d'avoir un réviseur qui parle italien couramment, alors là, il va avoir tous nos textes à réviser, tous nos textes traduits de l'italien. Et puis, on appelle donc le réviseur ou la réviseuse pour contextualiser. Donc, on explique, on présente toujours le projet, le livre, l'auteur, qu'est-ce que c'est, la langue de traduction, le contexte, et pourquoi on externalise ce texte. Après, souvent, c'est des gens avec lesquels on travaille assez régulièrement, donc ils connaissent un peu les grandes lignes, je dirais, mais après, pour chaque texte, on va préciser en disant, là, parce que bien sûr, avant de confier le texte, on ne va pas le confier comme ça. On va avoir en général lu la traduction, ou lu une bonne partie de la traduction, et on va dire, alors là, l'autrice est très pointilleuse, donc vraiment, soit très, très, très précis, qu'il n'y ait pas vraiment aucune erreur, vérifier qu'il n'y ait aucune phrase qui est sautée, soit, voilà, en plus, bien sûr, de tout le reste, la correction grammaticale, la syntaxe. Pour certains textes très difficiles en langue, qui peuvent être très difficiles en langue, dans la langue originale, on peut aussi dire, voilà, là, il y a important, c'est un texte qui est déjà difficile, long, compliqué, on va vouloir travailler vraiment sur la fluidité, parce que c'est pas que la traductrice ait fait des erreurs ou pas, la traductrice ou le traducteur a fait un très bon travail, mais ça est encore un peu rigide et ça peut manquer un peu de fluidité. Donc, des choses comme ça, où parfois on va dire, alors là, il y a eu un problème visiblement, il y a eu un ratage sur la voix ou sur le ton. Donc, on va essayer d'orienter un peu en disant, nous, quel est notre sentiment sur le texte. Et très souvent, d'ailleurs, on va avoir à mi-course, on a une conversation avec la personne qui travaille sur le texte, qui va nous dire, ah ben moi, je trouve qu'il y a beaucoup de choses, pas beaucoup de choses, ça va être plus long, ou oui, je suis d'accord, ou qui peut nous dire quel parti pris vous prenez. Voilà, c'est vraiment, pour chaque texte, c'est en plus, bon, voilà, des choses classiques d'une préparation de copie. On oriente pour la révision en disant ce qui, à nous, voilà, éditrice, qu'est-ce qui nous semble avoir vraiment besoin de cet apport supplémentaire. Si je vous comprends bien, si je vous entends bien, Raphaël, finalement, le casting et du traducteur et du réviseur, c'est aussi important l'un que l'autre. Et est-ce que, comme parfois il y a des couples auteurs-traducteurs, Oui. est-ce que vous formez aussi des couples traducteurs-réviseurs? Oui, alors ça, absolument. Alors, je ne sais pas si le choix, c'est pas exactement les mêmes raisons qui vont présider. Bon, si le choix bien sûr, de penser à la sensibilité, que ce soit la sensibilité du traducteur ou la sensibilité du réviseur. Voilà, on va essayer de leur donner. De toute façon, tout le monde est meilleur quand il travaille sur quelque chose qui lui plaît, quelque chose qui l'enthousiasme. Ça, c'est certain. Donc, on va penser à ça. Après, pour le traducteur,
Bon, moi, je suis plus embêtée, je dirais, quand un traducteur auquel j'ai vraiment pensé me dit: «Ah non, là, je peux pas le faire maintenant». Un réviseur, bon, on va penser, se dire: «Ah zut, raté», mais on va confier à quelqu'un d'autre, même si c'était pas forcément la personne qui était immédiatement imposée à nous, dans notre esprit. Mais après, oui, absolument, il y a des couples qui se forment traducteurs-réviseurs. Quand on sait, il y a des traducteurs qui ont leur petite marotte, il y a des traducteurs, voilà, qui ont un style un peu particulier, ou il y a des traducteurs et qui travaillent très, très bien et qui apprécient énormément le travail de certains réviseurs ou réviseuses et ça, c'est très précieux. Parce que surtout quand ils ont un réviseur a relu plusieurs traductions d'un traducteur, elle est ou lui est extrêmement vigilant, c'est très bien. Alors lui, je le connais, lui, attention aux répétitions ou alors lui, voilà, il a tendance à, voilà, placer les adjectifs comme ça et du coup, ça crée ça c'est-à-dire qu'à chaque fois, je pense que le travail de révision est de plus en plus approfondi. Le traducteur, de l'autre côté, est en confiance absolue, si c'est avec quelqu'un avec qui il a déjà travaillé par le passé et dont il a vraiment apprécié les interactions. Donc c'est vrai que tout le monde y gagne, hein. C'est comme un traducteur qui suit un auteur et ben, d'une certaine façon, quand on peut, et je le vois bien, nous, il y a des traducteurs, on dit: «Ah bah, c'est un tel qui va relire. Oh bah, formidable». Et parfois, ils discutent ensemble, ensuite en direct. Le réviseur peut écrire au traducteur en lui disant: «Bah, j'ai une question là», et ça crée, je pense que c'est très bénéfique pour tout le monde, hein. Merci Raphaël. Alors, on va entendre la voix de nos réviseuses. Après, voilà, on a démarré exactement comme ça démarre dans l'édition, l'éditrice qui va confier cette traduction à Sophie ou à Julie. Sophie, Julie, ce que dit Raphaël sur le fait qu'elle appelle ses réviseurs, qu'elle leur explique quand même pas mal de choses. Ça fonctionne comme ça aussi avec les éditeurs avec qui vous travaillez? Ou parfois vous êtes un peu plus jetés dans le grand bain et puis finalement les discussions se font plus tard? Julie, Sophie, tu veux commencer? tu as pas entendu? Si, si, j'ai entendu. Ben, excusez-moi pour, Julie, tu veux répondre en premier? D'accord, ok. Vas-y. En fait, pour moi, c'est assez rare de recevoir un brief d'une éditrice ou d'un éditeur. Raphaël fait partie des rares personnes qui, justement, décrochent son téléphone et explique le regard qu'elle a sur le texte et ses attentes. Par exemple, sur un texte qui est très, très long, elle peut me demander de proposer des coupes. Donc, je sais dans quelle direction aller quand je travaille avec elle. Alors ça, c'est plus pour le français. Je me Oui. permettrai pas de couper sur l'étranger. Non, non, bien sûr, non, non. De toute façon, que chaque coupe est demandée, autorisée, pardon. Après, les autres éditeurs avec qui je travaille, en général, ne me briefent pas du tout. Une éditrice, avec une éditrice, on s'est mis d'accord au début de la collaboration pour travailler dans le sens de la fluidité des textes. Ce sont des textes littéraires, mais très accessibles et plutôt grand public. Donc, ce qui l'intéresse, elle, c'est que le texte soit vraiment fluide et bien lisible. Après, c'est une personne aussi qui, par exemple, a sa marotte de chasser les anglicismes à tout prix. Donc, je sais qu'en travaillant avec elle, j'ai voilà, ces deux directions à assumer. Ensuite, les autres éditeurs avec qui je travaille, je n'ai absolument pas de brief, à peine un bout d'argu, et c'est parti. Alors, souvent, moi, je les appelle à mi-chemin pour dire, bah voilà, ça se passe très bien, je m'entends très bien avec le traducteur, et on avance bien sur le texte, mais c'est un peu toujours une surprise. Mais je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Raphaël, c'est que on a vraiment besoin de travailler en confiance avec le traducteur. C'est vraiment un travail qui se fait à deux, avec beaucoup de complicité. Même souvent, on rigole bien sur des textes, on échange des anecdotes, on se pose des questions mutuellement. Quel est ton ressenti? Est-ce que c'est bien l'intention de l'auteur? Et pour moi, c'est toujours un dialogue en confiance et avec beaucoup de richesse. Je remets mon microphone, excusez-moi. J'ai des voisins qui font du bruit au-dessus, donc j'avais coupé. Vous êtes toujours en contact avec les traducteurs et les traductrices, Julie, ou parfois le lien se fait via l'éditeur ou l'éditrice? En général, oui. En général, je travaille vraiment main dans la main avec le traducteur ou la traductrice. Il m'est arrivé une fois de travailler, enfin, c'est une maison d'édition où en fait les corrections et les prépas de copie sont missionnées par le service fabrication.
Donc, il y a très peu de relations avec l'édito ou avec la traductrice. Et là, tout se fait par mail, par échange de fichiers. C'est un peu impersonnel et dommage, mais bon, c'est comme ça. Raphaël, vous mettez en contact vos traducteurs et traductrices avec leurs réviseurs et réviseuses systématiquement ou ça dépend? Non, pas du tout de façon systématique, c'est vraiment au cas par cas. Ça dépend de ce qu'on a demandé à la réviseuse, de si jamais c'est quelqu'un, s'ils sont déjà travaillés ensemble, dans ces cas-là, parfois on les laisse voir ensemble directement. Après, ça dépend aussi parce que parfois, je pense que tous les réviseurs ou réviseuses n'ont pas forcément envie de cette relation avec le traducteur parce que ça prend, je pense que Julie acquiescera, ça prend beaucoup de temps aussi. Donc, c'est un temps supplémentaire voilà, qu'il faut prendre en compte. Donc, c'est vraiment, je dirais que c'est au cas par cas. Après, je pense que si j'avais une demande express d'un réviseur qui me dit, ah, ben, j'aimerais bien parler directement au traducteur, sauf si je sais que ça va être problématique, bon, il y a aucun problème pour les mettre en contact. Mais voilà, oui, c'est plutôt du cas par cas chez nous. Sophie Hoffnung, vous, alors, feuille de route ou grande conversation avec l'éditrice pour des directives au début ou pas, et puis contact ou pas contact avec les traducteurs et traductrices de votre côté? Eh bien, déjà pour le démarrage, il y a vraiment, pour moi 2 cas de figure. Le travail qui est confié est, directement conçu comme une révision de traduction et dans ce cas-là, ça signifie en général des interventions relativement lourdes, sur, la traduction. À savoir que dans ces cas, des faiblesses ont été repérées, enfin, des motifs de non-satisfaction de la part, alors je vais parler au féminin parce que je ne travaille qu'avec des éditrices. Donc des faiblesses ont été repérées et donc là, vraiment, on me confie, une révision en sachant que je vais, peut-être, pas avancer ligne à ligne avec l'AVO, mais en tout cas, de façon très, très serrée dès le départ naviguer entre les 2 textes. Donc ça, c'est un cas de figure et je pars vraiment sur une révision de traduction. Et en conséquence, les délais sont prévus pour, ce qui est vraiment essentiel, et accessoirement, la rémunération aussi, ce qui n'est pas que accessoire évidemment. Et l'autre cas de figure, c'est vraiment, de me voir confier, une prépa de copie sur traduction, sans consigne particulière au démarrage et c'est en avançant, que, je vais trouver que, alors des raisons tout à fait différentes, d'un texte à l'autre avec, disons qu'on va glisser d'un travail classique de prépa de copie, certes d'une traduction, à une véritable, révision et là, c'est un glissement. Donc dans ces cas-là, c'est moi qui alerte l'éditrice. En général, je fais un relevé, donc une note de prépa ou de révision de traduction en relevant, des exemples très, très précis et en proposant, de travailler le texte dans une voie ou dans une autre et là, on se met on met en commun, nos lectures avec l'éditrice et on va prendre des décisions, pour, le type d'intervention, la nature d'intervention et la lourdeur aussi éventuelle de la reprise ou pas de la traduction. Donc Sophie, rassurez-moi, il y a aussi le cas de figure où on vous appelle pour une prépa de copie d'une traduction et où c'est une prépa de copie d'une traduction. complètement. Tout à fait. Mais comme, notre entretien se Et sur transforme la en révision, oui, révision de oui. traduction, voilà. En tout cas, ce travail de faire le travail de prépa de copie sur une traduction, pour moi n'est pas, systématiquement, en tout cas, confié ou présenté comme une révision de traduction et Raphaël, voilà, j'étais vraiment ravie de vous entendre parce que, voilà, ce n'est pas du tout, la façon dont enfin moi je réceptionne ce type de travail. Et quant à savoir si je travaille ou pas avec les traductrices et traducteurs, j'ai de moins en moins
Ça, c'est vraiment très, très net. Je pense que c'est aussi une question de délai. En tout cas, c'est vraiment, ça va vraiment dans ce sens-là, mon observation depuis quelques années. Et cela reste vraiment d'actualité pour les langues que je ne parle pas. En fait, les traductions pour de langues que je ne parle pas et parfois des langues où je n'ai vraiment strictement aucun repère avec d'autres alphabets ou systèmes graphiques. Voilà. Mais de moins en moins, en tout cas, c'est très, très net. Il y a Clémentine qui mais je pense qu'il faut que je pose ah oui, alors vous pouvez normalement on garde une demi-heure à la fin pour vos questions au public adoré, mais effectivement, quand il y a des questions comme là, celle de Clémentine, quand vous avez vraiment des questions qui collent pile poil à la conversation et qui vous empêchent que ce qu'on vous raconte soit très clair, n'hésitez pas à les poser. Je suis là pour avoir plein mes yeux partout. Et là, il y a Clémentine qui demande la différence concrète entre une prépa de copie de texte traduit et une révision de traduction. Sophie, Julie, qui veut... Alors, en tout cas, dans la continuité de ce que je disais, une prépa de copie, on va dire classique, d'une traduction, on a la VO et on a toujours la VO en fait quand on fait une prépa de copie de traduction et on s'y reporte quand ça tique en français. Quand quelque chose nous arrête, quand on a besoin d'aller vérifier parce qu'il y a une incohérence, parce que d'un seul coup le style ou les registres de langue changent, on va aller vérifier, mais un petit peu au coup par coup. Et alors parfois c'est quand même assez régulier, mais la révision de traduction, on est vraiment avec les deux textes en regard. Alors pas peut-être sur l'ensemble de chaque phrase du texte, mais c'est vraiment un travail de report permanent, enfin quasi permanent. Voilà, c'est en tout cas de mon point de vue, c'est la différence. Je te laisse Julie prendre la Je parole. suis tout à fait d'accord avec toi, Sophie. Je fais beaucoup d'allers-retours entre la VO et le texte traduit. C'est pas tant pour faire un travail de policier, de voir si le traducteur n'a rien oublié. Enfin, c'est pas du tout comme ça que je travaille. C'est une manière de sentir le texte, en fait, de bien comprendre l'intention de l'auteur. Et je sais aussi que parfois, un traducteur qui traduit un texte de 900 000 signes, il est possible qu'une phrase ait été oubliée ou qu'un paragraphe ait sauté. Et c'est mon travail de vérifier qu'on ait bien un rendu complet. Donc, les allers-retours avec la VO sont vraiment très fréquents, comme le disait Sophie. Et là, dans n'importe quel cas, Julie, enfin, dès que tu as une commande, vous avez, pardon, on fait semblant de se vous voyez, dès que vous avez une traduction dans les mains, de toute façon, vous avez le nez collé sur la VO ou il y a des moments, parce que vous connaissez bien le travail du traducteur, qu'il y a une confiance et que vous voyez que tout roule, vous êtes beaucoup moins sur la vélo, comme Sophie le disait, où finalement, là, on est plus dans une prépa de copie Alors, traditionnelle presque. oui, c'est vrai que les traductrices avec lesquelles j'ai l'habitude de travailler, je passe moins de temps sur la VO, même si je pointe très régulièrement tous les paragraphes, les entrées de chapitre, les fins de chapitre, etc. Après, c'est vrai qu'avec un traducteur que je ne connais pas et avec qui je suis en relation, je vais faire beaucoup plus attention, en fait, jusqu'à ce qu'on retravaille ensemble et que la confiance se soit bien construite entre nous aussi. Voilà. Et pour rebondir sur ce que dit Julie, en tout cas, j'ai l'impression qu'on est nombreux et nombreuses à travailler par sondage. En fait aussi, en tout cas, peut-être dans un premier temps, quand on découvre et le texte original et la traduction, d'aller sonder en fait à différents endroits du texte. Et c'est vrai que, Julie, moi, je fais exactement ça, les entrées et les fins de chapitre. Et en fait, c'est aussi une façon, alors non pas linéaire, mais comment dire, où on stabilise un petit peu les choses et on sait où on va, en fait, on sait où on va aller. Et
voilà, moi, c'est une façon d'entrer toujours dans ce travail de soit de prépa de copie de traduction, soit de révision de traduction. Vous avez parlé de langues que vous ne parliez pas toujours et parfois avec des écritures que vous ne connaissez pas, Sophie. Julie, vous m'avez, il me semble que vous avez un avis assez tranché sur les langues que vous acceptez de réviser ou non. Vous révisez quelle langue et pourquoi? Alors, je révise depuis l'anglais, depuis l'espagnol et depuis l'italien. C'est assez récent pour l'italien. Je m'imagine pas du tout réviser une traduction en allemand ou dans une langue que je ne maîtriserai pas parce que, en fait, dans quel cas la VO ne me servira à rien. Ça me servira à rien de m'y reporter. Les traductions, enfin, pour le coup, le traducteur a vraiment une expertise de la langue, une expertise du texte. Et si j'ai pas de plus-value par rapport à ça, je ne sers à rien. Enfin, du coup, ça devient une prépa classique, en fait. Donc, je refuserais de réviser une traduction d'une langue que je connais pas. Alors ça, c'est votre point de vue. Sophie, ça vous est arrivé de réviser des langues que vous ne connaissiez pas? Je rappelle que la troisième session de cette série de Convergence qui aura lieu le 30 novembre sera dédiée aux langues rares, justement. Et évidemment, avec des réviseurs qui les parlent ou pas, on verra ça. Sophie, ça vous est déjà arrivé? Je crois que vous n'êtes Oui, pas tout à fait d'accord avec Julie là-dessus. oui, alors, mais ça m'est, oui, ça m'est arrivé. Et alors, ce que je trouve absolument passionnant dans ce cas-là, c'est vraiment le travail très, 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 très proche. En fait, là, pour le coup, c'est vraiment des rapports constants avec les traducteurs et traductrices. Parce que, en fait, moi, je vais veiller, comme en prépa de copie classique, enfin, ou en tout cas de texte, pardon, français, je vais veiller à la cohérence d'un texte, mais à la cohérence du style, à la cohérence enfin, globale, tout ce qu'on fait classiquement en prépa de copie. Et quand il y a des écarts, quand il y a des grains de sable, quand il y a voilà, des choses qui arrêtent de ce qu'on a compris être le style, par exemple, du texte, et bien là, c'est un travail avec la traductrice ou le traducteur pour déterminer quel est l'écart dans la VO par rapport à l'ensemble du texte. Est-ce que là, il y a vraiment une rupture de style, par exemple, ou un changement de rythme très, 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 très fort. Et là, on peut en discuter et le traducteur ou la traductrice, en fait, va s'appuyer aussi sur notre lecture, qui n'est pas une lecture experte, évidemment, puisqu'on ne connaît pas la langue d'origine, mais on avance quand même bien main dans la main. C'est un travail différent. Et là, pour le coup, c'est pas une révision de traduction à proprement parler, c'est une prépa de copie d'un texte traduit sans accès à la VO, alors qu'elle existe, la VO. Mais c'est la traductrice qui là fait vraiment le pont. Donc, moi, j'ai trouvé ça tout à fait passionnant, en sachant que c'est un travail qui a ses limites, hein, évidemment. Ouais. Et en même temps, vous me disiez que je crois que c'est en allemand, ou c'est pas trop une langue que vous pratiquez, que Non. malgré tout, finalement, les répétitions dans le texte Ah oui. allemand, même si on le comprend pas, elles se voient, par exemple. Oui, là, enfin, oui, moi, je sais que, par exemple, là, j'ai fait une révision enfin, prépa de copie sur un très long texte allemand. Quand je sentais des choses tout à fait différentes d'un seul coup dans le style et donc je ne parle vraiment pas un mot d'allemand, hein. J'allais quand même voir dans la VO et je pouvais voir d'un seul coup que les phrases étaient très, très courtes, qu'il y avait vraiment plein de changements ou que, je sais pas, je sais pas, il y avait soit des répétitions, soit des phrases qui commençaient de la même façon ou qui étaient rythmées de la même façon, avec des virgules à peu près aux mêmes endroits. Et c'est vrai que ça, je n'ai pas accès à la VO, mais je sais que là, il se passe quelque chose dans le texte néanmoins. Alors évidemment, ce n'est pas une révision de traduction texte à texte, hein. Mais il y a préparer
une copie d'une traduction reste vraiment un travail avec un report minime ou maximum à la VO, avec ou sans intermédiaire. Alors, sans, c'est super quand on parle la langue, avec quand on ne la parle pas. Merci Sophie. Raphaël, on a entendu dans ce que nous ont raconté Sophie et Julie que bon, selon les maisons d'édition, elles n'ont pas toujours un brief au départ. Par contre, il y a un point en cours de route et vous aussi, ce point-là en cours de route, vous l'avez. Vous me disiez même, quand on s'est un peu parlé il y a quelque temps de ça pour voir de quoi ce qu'on allait bien pouvoir raconter ce soir, que vous attendiez avec impatience, je crois que vous avez employé ce mot-là, l'avis des réviseurs. Ben, c'est vrai que oui, on attend toujours avec impatience l'avis du réviseur parce que, mais je dirais, on n'attend pas tant son avis sur la qualité de la traduction que son avis sur le texte. Parce que je veux dire que les réviseurs sont les premiers lecteurs extérieurs à la maison. Parce qu'en général, nous, la traduction, elle arrive, on est une ou deux à la lire au bureau. Donc nous, on trouve ça génial, on est hyper enthousiaste, mais la question, c'est est-ce que les autres personnes vont trouver ça aussi génial et être aussi enthousiastes que nous? Et c'est vrai que la conversation, on attend vraiment ce coup de fil, et parfois, quand le coup de fil ne vient pas, on appelle alors et on se dit, elle appelle pas, c'est qu'elle aime pas, et c'est hyper important. Et on cite d'ailleurs assez souvent, je sais quand on est en réunion, dans les réunions, ce qu'on appelle chez nous les réunions de fabrication, qui sont les réunions avec tout le bureau, quand on passe en revue tous les textes. Si on a eu un retour d'un réviseur ou d'un préparateur sur un texte, quand on va mentionner le texte, on va dire: «Ah d'ailleurs, on a eu la réviseuse, elle a adoré, elle trouve que c'est formidable, elle a dit ça». On va partager cette opinion. C'est vrai que c'est quelque et en plus, c'est quand même une des personnes qui va lire le texte le plus en profondeur, passer le plus de temps avec, donc qui potentiellement a un esprit peut-être le plus critique parce que, voilà, quand on passe des heures sur un texte, on a un regard un peu impitoyable. Donc c'est vrai que c'est un avis, c'est vraiment un partenaire d'échange pour nous qui est vraiment, ouais, c'est vraiment précieux. Mmh. Est-ce que le traducteur n'a pas ce regard-là aussi? Enfin, un traducteur qui ne serait pas l'apporteur du texte, quand vous confiez une Beh, traduction, en choisissant un traducteur, et j'imagine qu'il y a aussi cette attente-là de la part, de la traductrice ou du bien traducteur. sûr, mais en général, c'est 2 ans avant, donc 2 ans se sont écoulés. Enfin, nous, on achète le livre, on l'a quand c'est une des langues qu'on lit parce que bon, bah, dans la Cosmopolite, on traduit de beaucoup, beaucoup de langues et nous ne lisons pas beaucoup, beaucoup de langues. Moi, je lis l'anglais et l'italien, un peu l'espagnol, et Léa, qui travaille avec moi, lit l'anglais et l'allemand. Voilà, c'est à peu près là où ça s'arrête, et on publie de plein d'autres langues. Mais c'est vrai qu'on attend le retour du traducteur, bien sûr, mais à partir du moment où, en général, le traducteur le prend, en plus, on a de la chance, on travaille quand même avec des excellents traducteurs. Donc, c'est des traducteurs qui ont beaucoup de travail en général, qui nous font attendre, patienter, et donc ils ne prennent que des textes qu'ils aiment. Donc, on sait, et quand ils nous le rendent, on sait que c'est des textes qu'ils aiment. Donc là, et après, voilà, c'est un peu, et c'est 2 ans plus tard, on est là toujours avec notre enthousiasme, on a redécouvert le texte dans la langue française. Et on a envie d'avoir ce retour. On a envie en fait, c'est un moment où on se sent un peu seul, on a envie de partager et avoir des retours de gens en qui on a confiance. Merci Raphaël. Moi, je voudrais que Sophie et Julie, qu'on rentre un peu, qu'on mette les mains dans le cambouis ensemble, que vous nous racontiez un peu comment ça se passe pour sauver un texte à réviser. Parce que finalement, il y a de la révision, mais la partie prépa de copie n'est jamais balayée, elle est à faire aussi. Par quoi vous commencez? Comment vous commencez? Il y a un seul passage sur le texte, plusieurs. Comment voilà, c'est quoi le quotidien d'une réviseuse de texte face à son texte? Sophie? D'accord. Alors, dans l'idéal, j'adore faire une lecture globale parce que, réviser une traduction ou préparer une traduction,
c'est vraiment s'occuper du texte second, du texte traduit. Ça, c'est un petit peu l'idéal. Donc, faire une lecture un peu rapide qui permet de ressentir le texte, de l'évaluer aussi indépendamment de la traduction dans un premier temps, repérer les éventuelles harmonisations, les éventuelles, je sais pas, ruptures de temps, etc. Donc faire un gros, voilà, ce gros travail de repérage. Et ensuite, s'attaquer vraiment à une lecture. Donc là, on est sur Word, donc en général en mode révision sous Word. Et là, avoir évidemment la VO à côté, prendre en charge les questions qu'on a déjà relevées à sa première lecture et là, naviguer entre la VO et le texte. Et c'est un peu comme un tamis, en fait, où on resserre la lecture, tout en gardant ses premières impressions de la première lecture. Parce que ce travail de prépa de copie est vraiment un travail de lectrice. Et c'est vrai que moi, j'aime beaucoup dans le terme officiel du métier, lecteur-correcteur, lectrice-correctrice, parce qu'on est avant tout lectrice et, en l'occurrence, lectrice ou lecteur de la traduction. Julie, même Oui. organisation, pas du tout? Eh Comment bien, ça se pas du passe? tout. Je fais le contraire et je suis ravie de savoir que Sophie fait comme ça parce que je trouve que c'est une très très bonne idée. En fait, moi, je commence par la prépa de copie, vraiment ligne à ligne, signe par signe. Je vérifie tout. Je note tous les noms propres sur un fichier à part pour ensuite vérifier toutes les harmonisations. Je fais les allers-retours avec la VO. Enfin, je fais vraiment un travail minutieux et scrupuleux sur ma première lecture. Et une fois que j'ai fait tout ça, je fais une deuxième lecture sur papier. C'est-à-dire que j'accepte moi-même toutes mes modifications en mode révision. Je fais comme si le traducteur était d'accord avec tout. Et je lis le texte sur papier avec un bon interlignage. Et là, en fait, je lis le texte à l'oreille, en fait. Un peu ce que disait Sophie, les phrases qui sonnent pas justes, celles où il y a trop de subordonnés, ou les répétitions, en fait, m'apparaissent plus facilement sur une lecture papier. Et je fais plus attention au rythme des paragraphes et au rythme des chapitres comme ça, en étant dégagée du travail de correction. Et en fait, le fait de faire la prépa de copie en premier m'aide aussi parce que à ce moment-là, je connais pas encore les personnages, j'ai pas encore d'empathie pour eux, je suis vraiment dans la technique, donc je me fais pas attraper par l'intrigue et je garde cette espèce de distance technique pour m'éviter de rentrer dans le texte. Et ma deuxième lecture, du coup, est vraiment une lecture qui même est une lecture plaisir où voilà, je me laisse porter par le souffle de la traduction et le souffle de l'auteur et je vérifie que voilà, c'est un bon livre à lire. Voilà. Et là, s'il y a des choses à faire, vous dites que vous faites une lecture papier, ça veut dire que vous fermez l'ordi, vous lisez avec un stylo à la main, mais s'il y a des modifs à faire, là, il y a un moment, il faut rallumer l'ordi quand même. Oui, je stabilote en fait sur mon papier, je stabilote tout ce qui ne va pas, je note. Parfois, je retrouve des coquilles ou des fautes que j'ai laissées passer à ma première correction. Et ensuite, oui, je retourne sur mon fichier, je re-regarde et ça prend beaucoup de temps. Mais voilà, à la fin, j'espère avoir le texte le plus abouti possible. Je trouve ça fascinant, Julie. Je t'écoute avec grande attention. Moi, c'est bien parce que quand vous m'avez expliqué tout ça, les unes et les autres au téléphone, je me suis dit qu'il y aurait plein de points de vue à confronter et pour d'excellents résultats, mais finalement pas des mêmes façons de travailler. Mais comme un autre point où je sais que vous n'êtes pas forcément, enfin où je voudrais confronter vos points de vue, c'est Sophie et Raphaël. Sophie, j'ai dit que vous étiez par ailleurs traductrice de l'espagnol vers le français, et puis je crois que c'est la lecture, correction et la révision qui vous a amené à oser traduire. Peut-être que le mot oser n'est pas le bon, mais à vous lancer comme traductrice. Et à l'inverse, Raphaël, elle me disait que c'était très rare qu'elle embauche un réviseur qui soit aussi traducteur, parce qu'elle avait un peu peut-être peur du mélange des genres.
Je commence? Oui. Bah, vas-y. Oui. Non, c'est que moi, j'ai eu une expérience que j'ai trouvée très difficile avec, pour un texte d'ailleurs dans une langue rare où la traduction était vraiment, voilà, les traducteurs étaient passés à côté de la traduction. Donc, que j'avais confié à une réviseuse qui, par chance, parlait la langue en question et qui, du coup, a fait un travail absolument remarquable sur le texte, mais c'est tellement impliqué dans le texte et que c'était en fait, c'était quelqu'un, c'était un peu l'inverse de Sophie, puisque c'était une femme qui était traductrice, puis qui avait lâché la traduction pour se mettre dans la révision. Et qui, au cours de ce travail, qui était encore une fois, elle a fait un travail formidable, mais la traductrice s'est chassée, la traductrice, elle revient au galop, en elle, a pris le dessus sur la révision. Donc, c'est-à-dire qu'elle a corrigé non seulement des choses qui étaient clairement, fallait corriger parce que c'était faux, c'était pas en bon français, c'était pas, mais elle a aussi pris systématiquement le parti pris inverse de ce qu'avaient pris les traducteurs, même là où les traducteurs avaient fait quelque chose de tout à fait, fait un choix tout à fait justifié, correct, dans un français. Et du coup, je me suis retrouvée avec un texte complètement, presque réécrit, avec des traducteurs furieux, parce que du coup, ça délégitimait d'une certaine façon. Il y avait des endroits où on disait, bah oui, mais là, écoutez, c'est pas en français, c'est pas possible, voilà. Mais il y avait d'autres endroits où je disais, bah oui, effectivement, les deux étaient bons, et du coup, à devoir passer des heures à trier quelles étaient les corrections indispensable, voilà, pour avoir une bonne traduction en français, à celle qui était plus. Donc voilà, c'est pour ça quand je t'en parlais, Sophie, j'avais émis cette réserve. C'est pas quelque chose de, c'est pas C'est une pas position de rédhibitoire, mais principe, mais c'était effectivement quelque chose où je m'étais retrouvée avec, et puis finalement tout le monde était mécontent, les traducteurs étaient mécontents, ce que je peux comprendre. La réviseuse, après, elle était mécontente parce qu'elle avait l'impression qu'on avait pris en compte que 50% de ses commentaires et qu'elle avait passé un temps infini sur ce texte. Bref, c'était bon. Cela dit, le résultat final était que la traduction finale en français était très bonne et que personne n'aurait pu penser qu'il y avait eu autant de patouillage dessus. Mais voilà, c'est ça. Je suis restée j'ai été un peu échaudée par cette Ouais. expérience. Sophie, est-ce qu'il peut y avoir cette tentation que la traductrice prenne le pouvoir sur la réviseuse? Vous Alors, l'interdisez? Comment ça se passe? non, clairement non. C'est vraiment c'est comme si j'avais 2 casquettes, hein. Et quand je chausse celle de la prépa de copie, de la réviseuse, la traductrice n'est pas là. C'est-à-dire, c'est pas moi qui produis un texte, hein. Là, je suis en train de le lire et de le réviser. C'est vraiment pas du tout la même casquette. En revanche, ce qui est peut-être, et je crois que Raphaël, il y a 2 choses qui m'intéressent vraiment dans ce que vous avez dit. C'est vrai que, c'est la question du sens. Moi, je suis venue à la traduction vraiment, parce que dans tous, les travaux, d'édition que je faisais, la révision de traduction et en particulier sur les langues que je connaissais pas, était vraiment ce qui me fascinait le plus. Voilà, quelle est la spécificité d'un texte, traduit? Et c'est vraiment ces questions-là qui, comme elles me passionnaient, qui m'ont amenée à franchir le pas et passer de l'autre côté du miroir. Mais, mais ce qui est vrai, c'est que, en fait, il y a quand même un point commun qui est que je me pose les mêmes questions, quand je traduis ou quand je révise une traduction. À savoir qu'est-ce qui fait qu'une traduction est réussie? Et là, quand je révise, je ne vais pas le faire selon mes partis pris, en fait. Et c'est là le mot-clé, je trouve, Raphaël. C'est que je sais qu'il y a vraiment autant de traductions possibles qu'il y a de traducteurs. Alors, c'est un peu exagéré quand même, mais on arrive tous avec une partition, comme un morceau de musique qui est la VO, et on l'interprète. Et c'est vrai qu'il y a des résonances avec sa propre sensibilité, sa propre culture, Et pour moi, une traduction, c'est vraiment un système. Donc, quand on révise une traduction, alors à moins, mais ça, ce sont des cas, mais vraiment rarissimes, que ce soit raté. Et que là, on retraduise, mais ça n'est pas de la révision, c'est vraiment un cas à part. Et donc, ce système, moi, je trouve qu'il faut quand même aller dans son sens, même si
si on nous a confié ce travail, c'est qu'il y a des améliorations à apporter. Mais en tout cas, aller dans le sens de... voilà, moi, je trouve que quand il y a des partis pris, ça peut ne pas être ce qu'on aurait pris, bien entendu. Mais si ça se tient, il n'y a aucune raison d'aller vers ses propres préférences ou vers ce vers quoi nous conduit nos propres sensibilités. Donc là, c'est vraiment deux casquettes à part où je ne vais pas substituer ma lecture, mon interprétation à celle de la traductrice ou du traducteur qui a fait le travail initial. Donc, en fait, on confronte deux points de vue, mais vous êtes parfaitement d'accord. Je crois qu'il y a une ou deux personnes du public qui ont laissé leur caméra allumée. Est-ce que vous pouvez couper vos caméras, qu'on ne voit que les... Merci Alain. Voilà. Ah non, vous êtes toujours là. Faut réappuyer dessus. Non pas que nous ne sommes pas ravis de vous avoir avec nous, mais il y a une question de Nathalie dans le public qui demande à Julie et Sophie si vos traductions concernent principalement de la littérature, enfin des romans, mais où aussi ça vous arrive de réviser des traductions d'autres types d'ouvrages, cuisine, voyage, économie, et qu'est-ce que ça change? Alors Sophie, il y a un moment, il va falloir qu'on parle de la jeunesse, je ne sais pas si on le fait maintenant ou plus tard, peut-être un tout petit peu plus tard, mais Sophie a la particularité de réviser de la jeunesse, et ça va être un cas particulier, mais est-ce que ça vous arrive de faire d'autres choses, et est-ce que ça change la façon de travailler? En ce qui me concerne, je travaille surtout sur des romans policiers, des romans de littérature générale. Pas de guide de voyage, pas de livre de cuisine. Voilà, c'est plutôt même des romans ados pour adolescents, mais pas de... voilà. Et Sophie? Alors, moi, je travaille essentiellement effectivement en littérature ou essai. Jeunesse, mais pas que. Il m'est arrivé de réviser juste pour des livres de voyage, des traductions de l'anglais essentiellement. Et là, j'ai envie de dire vraiment la différence. Alors, c'était des livres quand même avec un caractère assez pratique. C'est que c'est une révision qui est factuelle. C'est vraiment factuel. Et donc, il n'y a pas du tout, enfin, en tout cas dans les textes que je révisais, de dimension de style à proprement parler. Il y avait juste peut-être apporter un petit peu plus de variation dans la rédaction en français. Mais pour moi, ce n'était pas du tout un travail enfin, ça ne faisait pas partie de la révision de traduction à proprement parler. En tout cas, c'était factuel. Et le travail du français est un travail presque franco-français une fois que la solidité des propos était vérifiée. Voilà. Il n'y a pas le travail sur le style. Alors, le style est facile, enfin, peut-être on a plus conscience en littérature, mais les essais également font preuve vraiment d'une... la forme est également très, très importante. Et voilà, mes livres de cuisine ou jamais. Merci beaucoup. Julie, vous aviez un peu commencé à dire ce que vous peut-être regardiez un peu en priorité et parce que c'est de la prépa de copie, mais aussi parce que c'est de la prépa de copie de traduction. Vous avez parlé tout à l'heure de votre éditrice qui déteste les anglicismes. J'imagine qu'il y a d'autres choses qui différencient la prépa de copie d'un texte français et la prépa de copie d'un texte traduit. Je ne sais pas, les temps, est-ce que peut y avoir des faux amis? Alors là, je pense à l'anglais, qui est quand même notre grand camarade anglais-français, faux amis pour la vie, et je ne pense même pas à la perfide Albion, mais voilà, est-ce qu'il y a des choses comme ça où vous avez vraiment une grille en disant ça, c'est impératif de traquer ça? Oui, en effet, j'essaie d'avoir un soin particulier sur certains points. En fait, c'est vraiment comme en prépa de copie pour le coup, mais je m'y attelle encore plus. Il y a notamment tout ce qui concerne les temps de conjugaison, quand il y a des récits antérieurs, vérifier bien quel temps on décide d'utiliser pour un récit antérieur dans un récit au passé, parce qu'on se retrouve vite au plus que parfait. Le plus que parfait en français, parfois, c'est pas... voilà. Donc ça, c'est des discussions qu'on a avec la traductrice de est-ce qu'on peut pas s'organiser autrement là-dessus.
Je vérifie aussi beaucoup les registres de langue, l'oralité des personnages, le fait qu'ils soient vraiment cohérents dans les dialogues, que si deux personnes se vouvoient au début du roman et qu'elles se tutoient à la fin du roman, il faut que ce soit logique entre les deux et qu'il y ait bien eu une connexion des personnages. De la même manière, qui prend en charge la narration? Si c'est un narrateur féminin, bah, évidemment, tous les passés composés vont être accordés au féminin et tous les participes passés vont être accordés au féminin. Et je vais faire très attention à ça parce que pour le coup, on peut vite se perdre entre personnages si on loupe cet accord. De la même façon, je regarde beaucoup la chronologie générale du texte, surtout dans les romans policiers où en fait, bah, parfois l'auteur s'est trompé. Et même si le traducteur a déjà corrigé beaucoup d'erreurs de l'auteur, on se retrouve quand même avec un crime qui a lieu avant-hier alors qu'il a lieu hier. Et du coup, ça met par terre toute la chronologie. Donc voilà, je me fais une timeline avec tout ce qui se passe, à quel jour, quelle heure. Parfois, j'en viens même à vérifier des informations factuelles dans le texte, à savoir à quelle heure le soleil se couche au nord de l'Angleterre au mois d'octobre, puisqu'il correspond à l'heure de fermeture de la librairie. Et il faut qu'on soit raccord pendant tout le texte sur l'heure du coucher de soleil. Je vérifie aussi des questions de... Après, c'est des questions de logique aussi, c'est du bon sens. Par exemple, l'intensité d'un son. Si on dit que de très loin, on entend le bruit d'une radio ou le son d'une radio, et qu'on est à 2 pâtés de maison, bah voilà, c'est pas très cohérent. Ou alors il faut qu'on... Où est l'erreur? Voilà, est-ce que c'est l'auteur qui a... Parfois, il y a 2 versions de l'auteur qui sont en concurrence et on sent qu'il a choisi une phrase, mais que un paragraphe plus tard, il est sur son ancienne version. Les anglicismes, ça vous l'avez dit, les faux amis aussi, et tout ce qui concerne aussi l'ambiguïté et la clarté du propos. En fait, je vais vous donner un exemple concret parce que ce sera plus parlant. Dans un texte, dans un roman policier, l'héroïne court de piles de containers sur un cargo. Elle court de pile en pile, elle saute entre les espaces vides. Et à un moment, le texte dit que la gravité la ramène sur Terre. La gravité la ramena sur Terre, c'est ça, la phrase. Donc, moi, je comprends qu'elle s'écrase au sol, puisqu'elle revient sur Terre. Or, non. En fait, il fallait comprendre que la gravité l'a fait redescendre un peu d'un container à un autre container et qu'elle se raccroche en dessous. Et du coup, là, on arrive dans un propos qui n'est pas très clair, où on n'arrive pas à se figurer la position de l'héroïne sur son container. Donc voilà, c'est ce genre de petits détails où vraiment je fais attention à chaque mot, en fait. Qui est très proche de là, pour le coup, il y a des choses qui sont tout à fait raccord avec la préparation de copie du français habituel. Tout à fait. De toute façon. Tout à fait. Je vous coupe un peu, on reprendra, parce que Julie, elle a super bien bossé, elle nous a préparé plein d'exemples, c'est génial. Sophie, vous aussi, il y a cette chasse aux faux amis, aux anglicismes, évidemment, les questions de temps de conjugaison. Mais en jeunesse, il y a aussi une question de niveau de langue, non, qui se joue parfois. Alors, mais il y a comment dire? Oui, en fait, il peut y avoir des attentes qui diffèrent disons, pour un public français par rapport au public d'origine. Par exemple, un texte qui a été vendu, entre guillemets, pour une catégorie d'âge. On ne vous entend plus, Sophie? Il n'y a que moi qui n'entends plus Sophie ou plus personne l'entend? Ah, Sophie? Oui, on l'a perdu, j'entends bien. Revenir, je ne sais pas si vous Ah, ça y est, on vous entend à nouveau, super. Remettez votre micro, Sophie. Votre micro est coupé là. Il apparaît coupé à l'écran. Oui, j'essaie de rallumer, mais je ne sais pas si vous m'entendez. Moi, je n'entends plus, ça grésille. Je suis désolée, c'est un problème technique. On vous entend à nouveau bien, nous.
pardon. Excusez-moi. Alors, par contre, je ne sais plus ce que je disais, excusez-moi. Que parfois le texte a été vendu pour une classe Oui, d'âge. alors, pardon, oui. Donc, en fait, par exemple, un type de révision de traduction qu'on peut demander en jeunesse, c'est de descendre, entre guillemets, comment dire, le niveau global de lecture, de lectorat, ou au contraire, d'estimer que, ben non, en France, ce seront des lecteurs plus âgés. Donc, il peut y avoir des réglages qui n'ont pas été faits au moment de la traduction et qu'on va demander. Alors après, ça peut être après l'avis des commerciaux. Et il y a vraiment un type de révision de traduction assez récurrent où ce n'est pas la traduction qui était ratée, mais on va la réorienter. Donc ça fait partie du type de révision. On va la réorienter pour une accessibilité différente, par exemple. Donc ça, c'est un travail que j'ai fait plusieurs fois, par exemple, vraiment avec une demande très spécifique. Donc là, c'est évidemment les registres, le niveau du vocabulaire ou les tournures, les longueurs de phrases, enfin beaucoup de choses à prendre en compte. Et là, ce type de révision n'est pas du tout dépendant de la qualité de la traduction initiale. C'est vraiment une demande de l'éditeur qui vient après coup. Et voilà, et dans ce type de registre aussi, j'ai révisé beaucoup de traductions dans le cadre de rééditions. Par exemple, des reprises dans une autre collection, semi-poche ou poche. Et ça, c'est un travail qui est très, 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 très intéressant parce que quand on nous demande de réviser une traduction qui a été faite il y a 30 ans, par exemple, on est face à des choix, à des méthodes de travail qui étaient très différentes. Et c'est un travail qui peut être assez lourd. Par exemple, dans les cas de surtraduction, j'ai eu beaucoup de cas comme ça en jeunesse où les textes avaient été littéralement réécrits. Très souvent, ils avaient été très, très domestiqués, très francisés. Et là, le travail de révision est vraiment passionnant parce qu'il consiste à retourner vers la VO et à réinjecter vraiment des réalités, par exemple, plus proches de la culture d'origine. Et puis, quand le style est sec, par exemple, ou relativement sec à certains moments, et bien d'arrêter d'avoir des grandes belles phrases fluides ou un style un peu ampoulé. C'est très... Il y avait beaucoup plus de liberté. Et en tout cas, comme la littérature jeunesse défend vraiment la qualité des écrits et qu'il y a vraiment un positionnement très fort, ce travail de révision à l'occasion de réédition est une façon de rendre vraiment hommage au style initial des auteurs qui ont été un petit peu, comment dire, dévoyés à d'autres périodes. Bah, ça, c'est aussi l'histoire de l'édition et de la Oui. traduction. On respectait peut-être un peu moins le texte d'origine à une époque. Enfin, il y avait des coupes, souvenons-nous, la série Et noire. encore moins en jeunesse. Virginie pose une question qui est intéressante, effectivement, dans le cas justement de l'éditeur qui vous demande en cours de route de changer le niveau de langue pour une autre classe d'âge que ce qu'il avait demandé au traducteur, finalement, au départ. Comment réagissent les traducteurs quand ils voient vos corrections? Parce que dans ce cas-là, les changements sont effectivement très importants, j'imagine. Alors là, c'est une discussion qui a beaucoup plus lieu entre l'éditrice et le traducteur ou la traductrice. Enfin, j'ai parlé de ce cas de figure. En l'occurrence,
les fois où j'ai fait ce type d'intervention, beaucoup d'eau avait coulé sous les ponts entre le moment de l'achat des droits et quelquefois vraiment la production de la traduction, l'écriture de la traduction et voilà, la mise au programme au catalogue de l'éditeur. Et parfois, il y a des changements de personnes. Et voilà, donc là, je suis toujours désolée pour les traducteurs et traductrices si effectivement ces changements n'ont pas été anticipés et qu'ils arrivent souvent assez tardivement en plus. Donc c'est un cas de figure fréquent. Alors là, c'est pas qu'en jeunesse, mais que des traductions qui convenaient ou en tout cas ou qui dormaient, parce que parfois elles dorment chez les éditeurs et quand elles sont reprises par un autre chef d'orchestre, une autre éditrice, les demandes peuvent être différentes sur la traduction, les attentes en tout cas différentes. Et moi, je suis intervenue pas mal de fois dans ce cadre. C'est une question que je n'avais pas pensé à vous poser, Raphaël. Vous qui êtes à la tête d'un catalogue que j'ai dit plus que centenaire, c'était l'an dernier ou il y a 2 ans, les 100 ans? Je ne sais plus. C'était théoriquement 2021 et on a fêté en 2022. Voilà, c'est ça. Mm. Et quand vous rééditez des textes, ça vous arrive effectivement de les envoyer pour une nouvelle révision? Et là, une révision qui rafraîchit, parce qu'on alors, est-ce que la langue vieillit? On parle toujours la même langue, je ne sais pas, mais je disais tout à l'heure qu'on pouvait se permettre parfois certaines choses. Enfin, c'était une autre façon de travailler il y a 30, 40, 50 ans, et notamment de travailler les traductions. Et donc, est-ce que ça vous arrive effectivement de confier ce travail qui est encore différent? Oui, alors encore une fois, c'est du cas par cas. C'est-à-dire qu'on ne fait pas réviser pour faire réviser. On fait de toute façon, chaque fois qu'on republie une traduction du fond, on fait une nouvelle correction un peu poussée, donc correction des épreuves et qui peut être un peu, voilà, on envoie la VO aussi au correcteur s'il y a des choses vraiment qui posent problème. Et on fait des révisions de temps en temps. Notamment, on a eu une révision, la dernière, je pense, c'était pour Meurtre à Atlanta de Baldwin, qui avait été publié tout au début des années 80, je pense, chez nous. Et la traduction, on a quelqu'un qui a repris la traduction et voilà, le résultat était formidable. C'était vraiment une traduction qui avait besoin d'être. Mais peut-être que déjà dans les années 80, elle aurait eu besoin d'avoir été révisée, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est qu'elle avait vraiment vieilli ou si c'est qu'au départ, c'était une traduction qui était. Voilà, qui n'était pas totalement finalisée. Mais ça nous arrive et on se pose toujours la question, en tout cas, à chaque fois. Je pensais à une question pendant que vous parliez, puis j'ai été perturbée par les questions qui sont posées dans le chat, mais je vais retomber sur mes pattes, j'en suis sûre. Oui, il y a une question dans le chat qui me plaît beaucoup. Elles me plaisent tous, hein, je vais les poser, mais sur l'écriture inclusive, est-ce que ça vous arrive, vous, en tant que réviseuse, de proposer, soit de rajouter un peu d'inclusif ou de féminiser des noms de fonctions, ou de trouver des noms, c'est quoi? C'est épicènes, histoire de tricher un peu si l'éditeur vous a dit qu'on ne voulait pas d'écriture inclusive, mais quand même, voilà. Est-ce que vous êtes attentive à ça, Sophie et Julie? Alors, Julie, je te laisse Sophie, répondre la en premier. déferlante, je pense que... Je veux bien répondre avant toi, mais tu es vraiment plus spécialiste que moi sur le sujet, donc je vais faire court. En général, je pose la question selon le texte qui arrive et j'en discute avec le traducteur et avec l'éditrice. Parce que j'aime pas me retrouver avec des phrases comme le commandant Julie est prise. C'est bizarre d'avoir le commandant Julie, pourquoi pas avoir la commandante. Et après, tout se discute en fait. J'essaye en tout cas de tendre vers, oui, l'écriture inclusive ou les termes épicènes. Et je laisse Sophie répondre parce que je suis la marche qu'elle a mis au point sur la déferlante et qui est très utile à toute la profession.
Merci Julie. Moi, je vais toujours proposer comment dire, oui, dans les prépas, dans les révisions, dans les corrections, la féminisation logique de toutes, enfin, je sais pas, de toutes les fonctions, les termes, les grades, etc. En revanche, il n'est pas question, par exemple, si on entend par écriture inclusive, ce qui est souvent le cas, enfin, par exemple, l'utilisation du point médian, c'est vraiment comment dire, des choix qui se font vraiment en amont. Par l'éditrice en fait. Après, on peut en discuter. On peut mettre au point des chartes ou avec ou sans point médian d'inclusivité, mais il y a quand même l'intention de la VO en révision de traduction et ça, on la respecte complètement. Moi, j'ai traduit enfin, non, alors là, pour le coup, je suis désolée, c'est de la traduction, ce n'est pas de la révision, des livres qui étaient en espagnol, écrits en écriture inclusive, alors l'équivalent, il est clair que je l'ai restitué avec d'autres méthodes que celles qui étaient employées dans la VO, celles qui correspondaient aux usages les plus courants en France. Et la réviseuse a fait un travail absolument formidable. On a beaucoup discuté et elle a eu des idées qui étaient très chouettes pour renforcer cela. Mais c'est vraiment une décision de l'éditrice ou de l'éditeur. On peut suggérer. On parlait tout à l'heure de question peut-être de sensibilité. Vous disiez, Sophie, que parfois, dans une maison d'édition, l'éditeur en charge changeait en cours de route et que finalement, il vous demandait une révision plus forte d'un texte parce que finalement, il était moins sensible à la traduction qu'il avait reçue, alors que l'éditrice qui avait géré le projet, elle, aimait cette traduction. Enfin, il y a des choses comme ça qui peuvent arriver. Est-ce que finalement, il n'y a quand même pas aussi par rapport, quand vous recevez un texte sur l'analyse du degré d'intervention que vous allez avoir, où est la question de la sensibilité, enfin de vos propres sensibilités et de vos propres interprétations? Est-ce que ça joue? Est-ce que c'est une lutte d'ailleurs pour parfois se dire, moi, j'aurais peut-être pas entendu cette voix-là, mais après, c'est peut-être, si je retourne au texte initial, oui, c'est une voix qu'on peut entendre, même si moi, c'est pas celle-là que j'entendais. Comment vous gérez ça? Tu veux répondre, Julie? Oui, merci. Moi, je lutte beaucoup contre ma propre sensibilité, en fait, sur des adjectifs, des adverbes, sur le rythme des phrases. Quand je relis le texte sur papier avec donc plus de distance, parfois je sais que je tique sur des choses qui sont entièrement subjectives et qui sont de moi. J'aimerais mieux que ça sonne autrement. Mais objectivement, il n'y a aucune raison pour que mon mot soit, enfin, mon synonyme soit mieux que celui que le traducteur a choisi. Et dans quel cas, je m'auto-censure, en fait, et je respecte le travail du traducteur qui, encore une fois, a passé énormément de temps et a beaucoup plus d'expertise que moi. Donc, voilà, je ne m'amuse pas à proposer des synonymes en permanence. Je pense que c'est très énervant en plus quand on est traducteur. Je passe la parole à Sophie. Alors, je partage entièrement ce que tu viens de dire, Julie. Vraiment, il est hors de question d'introduire nos préférences. Et encore une fois, c'est un grand tout, une traduction. Et à partir du moment où où tout est correct et respectueux du texte, et il n'y a vraiment aucune raison de préférer un mot plutôt qu'un autre, une expression plutôt qu'une autre. En revanche, ce qui est vrai, c'est que comme on est quand même des lectrices un peu plus, on voit par exemple ce qui fait un style, enfin ça fait partie de notre travail de déterminer en fréquentant un texte ce qui est dit évidemment, mais comment c'est dit. Et là, c'est vrai que sans parler de préférence, on peut vraiment se dire que par exemple, je vais citer un exemple que je trouve qui est un peu un miroir grossissant. C'est récemment, j'ai révisé une
traduction qui était un très, très, très long poème en prose de 400 pages. Et ce texte avait vraiment des richesses multiples, des voix multiples, et il n'y avait que quelques procédés qui étaient, qui étaient exploités, entre guillemets, par la traductrice, alors qui étaient très bien exploités, mais qui laissaient de côté d'autres procédés qui étaient en œuvre dans le texte. Par exemple, il y avait des passages qui correspondaient un peu à des chapitres très frappants dans la VO en anglais, où il y avait quasi exclusivement des monosyllabes. Or, dans la traduction, on avait à cet endroit des vers libres, mais des vers quand même, qui pouvaient vraiment avoir des longueurs très, 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 très variables. Et là, il y avait quelque chose qui était, c'était passé à côté, en fait, de cette intention. Et en revanche, il y avait beaucoup de rimes, alors que dans le texte initial, il y avait plus système d'allitération interne. Donc voilà, là, je peux vraiment dire sur des choses objectives, mais peut-être parce que ma sensibilité, elle se fait beaucoup à l'oreille, au rythme. Donc, il y a une part de sensibilité parce que je tiens à ce que ce soit restitué. Mais en même temps, c'est une analyse objective du style. Et là, il y a un travail à reprendre, en fait, soit par la traductrice elle-même, soit en révision. En l'occurrence, l'éditrice m'a confié cette révision en intelligence avec la traductrice. Voilà, qui dit effectivement qu'elle est passée à côté de cette dimension rythmique du texte. Ce que j'entends beaucoup chez toutes les trois, en intelligence avec la traductrice, c'est que de toute façon, enfin, tout le monde travaille main dans la main dans le sens du texte, dans le sens du mieux, dans le sens de on est plus fort à se creuser les méninges sur la langue à 2 ou 3, parce que les éditeurs ont aussi leur large participation là-dessus, que tout seul. Donc, mais comme le premier cycle, c'était entre les romanciers et leurs préparateurs de copie, on sentait qu'il y avait une grande complicité entre certains et que les romanciers étaient absolument ravis des propositions que leur faisaient leurs préparateurs de copie, lecteurs, correcteurs. Et là, ce que j'entends, c'est que c'est ça aussi. Enfin, en fait, finalement, c'est du jus de cerveau sur la langue et ensemble, quoi. Enfin, et on aime ça, je crois. Je pense que là, on est tous dans le même bateau sur ce coup-là, et qu'il y a un côté aussi exaltant à discuter d'un texte ensemble entre le traducteur et le réviseur. Oui, et dans le respect vraiment du travail de chacun et chacune. Je vois Julie et Raphaël faire oui de la tête. Et je partage tout à fait cette opinion. Je pense qu'on est plus intelligentes ensemble. Et c'est aussi un grand plaisir de pouvoir échanger avec quelqu'un sur un texte vraiment en profondeur, que ce soit avec l'éditrice ou avec la traductrice ou le traducteur. Souvent, on fait un long travail solitaire qui dure plusieurs semaines, plusieurs mois pour les traducteurs. Et ben, parfois, on est bien content de parler de tel personnage, même si c'est des discussions, parfois des discussions de bistrot, en se disant, voilà, tel personnage, il est vraiment stupide, c'est vraiment dommage qu'il se comporte comme ça. Enfin, on en vient à des discussions où, en fait, on les connaît, on prend de ses nouvelles, on se tient au courant. Et pour le reste, on est content de se prendre la tête aussi sur, vraiment d'améliorer tout ce qui peut être casse-tête, pour qu'il n'y ait pas d'erreur d'interprétation en français, qu'on soit bien fidèle au texte en anglais. Et voilà. Raphaël, j'imagine que vous disiez que vous ne mettiez pas forcément en relation le réviseur, la réviseuse avec traducteur, traductrice. J'imagine que les commentaires que fait le réviseur ou la réviseuse, vous jetez un œil dessus
avant d'envoyer ça au traducteur. Primo, j'imagine que déjà tout ce qui est correction ortho, typo, conjugaison, tout est accepté, enfin que le traducteur n'a pas à s'embêter avec ça, et j'ai envie de dire, pour que le texte continue à être lisible, et que vous jetez quand même un œil sur les commentaires. Est-ce que ça vous arrive de prendre déjà un parti pris, c'est-à-dire par exemple, de supprimer un commentaire, parce que finalement, vous trouvez que non, en fait, ça, la traduction vous convient telle que, ou est-ce que la plupart du temps, vous laissez tout passer, parce que de toute façon, nos réviseurs et réviseuses sont extraordinaires et que... Ça dépend un peu, je dirais, du traducteur que j'ai en face de moi, d'une certaine façon. Parce que certains traducteurs sont très ouverts, et même s'il y a des suggestions qui ne sont pas forcément nécessaires, mais qui peuvent, voilà, que le réviseur a fait, dans ces cas-là, on les laisse. Si on sait qu'il y a certains traducteurs qui n'ont pas envie voilà, qui veulent qu'on leur suggère ce qui est seulement quasiment fautif ou nécessaire, dans ces cas-là, parfois, on fait un peu de tri. On regarde toujours les corrections. Globalement, on laisse. De toute façon, il y a toujours un code. Le rang rouge, c'est pour nos traducteurs, c'est ce qui est vraiment de l'ordre du grammatical et de l'ordre, nous, on dit, l'éditeur, on leur dit aux traducteurs, non négociable, entre guillemets. C'est vraiment. Et le reste, c'est des suggestions qui sont en bleu, en noir, et qui sont des suggestions. Et donc, après, le traducteur est libre ou non. Et on va rarement après, parfois on tranche, mais bon, c'est quand même le traducteur, sauf si c'est fautif, on suit quand même au final beaucoup ce que veut le traducteur. Mais en général, moi, les traducteurs sont la plupart du temps vraiment ravis du travail qui a été fait. J'ai vu là on a une très très grosse traduction d'un texte polonais là qu'on a publié, et j'ai dîné par hasard à côté de la traductrice. Enfin, pas par hasard, on était à un même dîner, mais on était assis par hasard à côté. Et elle m'a parlé du travail qu'il avait fait. Alors là, c'était vraiment plutôt une préparation de copie, du travail extraordinaire qu'avait fait le préparateur. Elle avait quasiment des larmes dans les yeux, et elle m'a dit elle a même pris des photos de certaines pages et de certaines corrections, parce qu'il fallait qu'elle nous rende le texte, on en avait besoin, et que ça la rendait triste de laisser partir ces corrections. Alors, je lui ai proposé de la mettre en contact avec le préparateur à qui elle a écrit, et j'imagine et je trouve que c'est magnifique, ça. C'est-à-dire que voilà, c'était un gros livre, le préparateur a passé un temps fou, c'est un préparateur formidable, investi, et de voir que ça a eu cet écho-là, et que la traductrice était, mais vraiment, je trouvais que c'était extraordinaire, et qu'on ait compris son texte, son travail, sa traduction de cette façon-là, et que elle trouvait que chaque intervention allait vraiment dans un sens d'amélioration, et elle a l'impression d'avoir appris. Enfin, voilà, ça, c'est le plus beau et là, moi, je suis trop contente de mettre les gens en rapport pour qu'ils puissent se réjouir ensemble de ce travail. Parce que c'est vrai que c'est une aventure collective, quoi, et qu'on va tous dans le même sens. On veut tous qu'à la fin, le texte soit le meilleur texte possible, la meilleure traduction, la plus fidèle à ce que l'auteur a voulu faire, le plus fidèle voilà, à l'idée que c'est un peu nous les éditeurs, on est finalement, en fait, c'est une de nos premiers devoirs vis-à-vis de l'auteur, c'est qu'on est garant pour eux de la traduction, en fait, et du fait qu'on va publier en français un texte qui correspond voilà, à ce qu'ils avaient, au texte qu'ils ont écrit dans leur langue originale. Alors avant que je passe aux questions du public, parce que le temps passe à toute vitesse finalement, on part pour 2 heures, on se dit c'est vertigineux 2 heures, et puis en fait au bout d'1h36 on aurait encore plein de choses à se dire. Juste la dernière chose, alors c'est vrai que j'ai le plaisir d'interviewer aussi régulièrement des traducteurs, puisque j'étais le week-end dernier au festival VOVF à Gif-sur-Yvette, festival dédié à la traduction, donc je croise traductrices et traducteurs tous les ans, au moins tous les ans à cette occasion. Et il me faisait, ça fait déjà plusieurs années, qu'il me faisait la remarque que, en traduisant, il corrigeait aussi pas mal d'erreurs qui pouvaient rester dans les textes, erreurs de date, des choses. Or, là, en discutant avec certaines d'entre vous, m'ont dit, oui, il en reste aussi, puisque le traducteur en corrige, forcément, il n'a pas forcément tout vu, et puis le traducteur n'est pas préparateur de copie, hein, chacun son taf aussi. Est-ce qu'il y a
alors c'est peut-être un peu, je veux pointer du doigt personne, mais est-ce qu'il y a un manque, est-ce que vous avez constaté une baisse de l'édition finalement des éditeurs étrangers? Enfin, ou est-ce que c'est en France, on a toujours été de toute façon beaucoup plus à cheval sur la préparation de copies, sur la correction? Est-ce que finalement c'est aussi culturel? Je ne sais pas. Je dirais pas que c'est culturel, hein, pour avoir commencé à fait ma première expérience professionnelle dans une maison d'édition anglaise du groupe Random House, où il y avait vraiment c'était comme chez nous, il y avait un préparateur, un réviseur, après des premières épreuves, il y avait vraiment un soin qui était apporté au texte. Après, je pense que je pense que ça dépend des maisons d'édition, de l'auteur, je dirais qu'il n'y a pas de règle. Mais moi, c'est vrai que assez souvent, alors ça, j'adore quand c'est un réviseur qui m'envoie un message pour me dire qu'il a repéré des fautes des fautes qui étaient dans la VO. Alors ça, moi, c'est mon grand plaisir, c'est d'écrire à l'agent américain ou anglais en lui disant. Alors, il semblerait qu'il y ait des fautes là, et alors là, en général, ils sont dans des étapes impossibles, et c'est vrai que moi, je suis très contente de pouvoir dire, bah, vous voyez, le réviseur a passé tellement de... et voilà, il a pris le texte tellement à cœur qu'il a repéré des erreurs, et les auteurs sont extrêmement reconnaissants. Surtout quand ça arrive, quand le texte n'est pas parfois, ça arrive avant que le texte soit même publié dans la langue originale, et dans ces cas-là, ils arrivent à corriger une erreur, et ça, c'est vraiment quelque chose dont oui, ils sont assez épatés en général. Et j'aime bien être celle qui transmet ce message pour avoir voilà, leur retour reconnaissant et surpris que ça soit la personne qui a fait la révision de la traduction qui repérait des fautes que 12 personnes n'ont pas repérées chez eux. Ou le traducteur, j'imagine que les traducteurs en repèrent aussi de toute façon. Oui, ils en repèrent beaucoup. Ouais. Il me semble. Sophie, Julie, oui, j'imagine que c'est des cas de figure qui vous sont évidemment arrivés. Oui, en ce qui me concerne, ça m'est déjà arrivé de tomber sur des textes qui sont mal édités, je dis le mot, où il y a vraiment des erreurs dans des noms des personnages qui sont vraiment problématiques en fait. Enfin, on ne peut pas inverser deux personnages à la fin du livre quand un des deux est mort, et ça arrive. Alors, ça n'arrive pas tout le temps, en général, c'est même assez rare. Comme dit Raphaël, ça dépend de la maison d'édition, de la langue d'origine et de comment est-ce qu'ils ont travaillé le texte. Encore une fois, souvent le traducteur repère ce genre d'erreur-là, mais il arrive voilà, qu'il en reste encore. Sophie, un mot à dire là-dessus ou on passe aux questions du public? Est-ce qu'on aurait reperdu Sophie? Peut-être. Alors, je regarde un peu. Alors, il y a Rita qui demande, arrive-t-il que réviseur de traduction fasse aussi la lecture et la correction de copie? Alors, si par lecture et correction de copie, vous pensez prépa de copie, j'ai l'impression qu'on peut répondre oui. Julie. Par contre, si vous pensez correction des preuves, je ne pense pas que ce soit la même personne. Non, je pense que c'est, en tout cas de mon point de vue, c'est très important que ce soit quelqu'un d'autre qui ait un regard sur le texte. Plus il y a de lecteurs, moins il y a de fautes, et plus le texte est abouti. Donc moi, je ne veux pas faire la prépa et la correction d'un même texte. Chris demande, elle est curieuse, sur le calendrier. En disant si on passe par un prestataire externe, voire en interne, on calcule combien de mots à l'heure par jour en révision. Elle dit qu'elle a parfaitement conscience que ça dépend du texte, du genre, de la trad, mais pour essayer de s'organiser au mieux, voire de calculer sa rentabilité, voire de négocier, renégocier la rémunération, quel est l'ordre d'idée? Alors, on va parler de traduction de romans, hein, traduction littéraire. Il y a un ordre d'idée du nombre de signes, de pages à l'heure, par jour, en révision? Après, je vais vous donner une moyenne. En prépa de copie, la moyenne qui est recommandée par la CLF est de 8000 signes par heure. Donc en révision de traduction, on est moins rapide que 8000 signes par heure.
Après, sachant que moi, je fais 2 relectures, j'ai un nombre d'heures, j'ai un volume d'heures vraiment très important. Donc, pour calculer le prix à partir de tout ça, c'est une longue discussion avec l'éditeur, une bonne négociation. En fait, déjà, on part du calibrage du livre, du texte en français. Certains éditeurs prennent le nombre de signes et rajoutent 10% d'office parce que voilà, on n'enchaîne pas des boulons. Le nombre de signes, c'est le nombre de signes, mais il y a aussi tout le travail de recherche et de discussion, de dialogue. Donc il y a 10% de signes en plus. D'autres éditeurs additionnent le nombre de signes du texte et le nombre de mots du texte pour arriver à un calibrage supérieur. J'ai aussi le cas d'un éditeur qui prend le nombre de signes de la VO. Et par exemple, pour l'anglais, qu'il augmente de 15%, puisque le français parle plus que l'anglais, enfin, est plus expansif, et donc se base sur un nombre de signes plus volumineux. Donc, à partir du nombre de signes, je connais ma cadence, je calcule à peu près mon nombre d'heures. J'essaye, grâce au conseil de la CLF, encore une fois, d'avoir un bon taux horaire. Donc, je ne vais pas vous faire de la langue de bois, je vais vous dire, moi, j'essaye de travailler, mon objectif, disons, de tarif, c'est d'avoir 4 € par 1002 signes. Et c'est un objectif que je n'atteins pas encore. Mais tout doucement, je progresse. Après, il arrive... en fait, selon aussi la qualité de la traduction, on a plus ou moins de regrets sur la négociation qu'on a menée ou pas. C'est-à-dire que sur une traduction qui est excellente, on aura passé beaucoup moins de temps. Sur une traduction plus difficile, eh bien, il faut aussi tirer la sonnette d'alarme et en discuter avec l'éditeur à mi-parcours en disant « Attention, ça me prend beaucoup plus de temps que prévu ». Après, c'est une question difficile. Je ne sais pas, Sophie, si tu veux ajouter quelque chose. Eh bien, je crois qu'on a perdu Sophie. Et alors, ça y est, je suis revenue, Sophie. Ah, super. J'étais dans les limbes, mais je suis revenue. Écoute, alors moi, c'est peut-être un peu moins précis que Julie. C'est en général, c'est minimum, enfin, je demande minimum 6 000, enfin, descendre à 6 000 signes, espace compris, de l'heure, hein, pour la rémunération. Alors après, le tarif horaire peut être très variable. Donc en fait, pour moi, il y a 2 leviers en fait. C'est le nombre de signes absorbés dans une heure de travail et le tarif horaire. Et en général, sur une révision de traduction, j'essaie d'actionner ces 2 leviers en même temps. Et ce que je fais vraiment comme Julie, c'est que à peu près au milieu du travail, un tiers au milieu, ça dépend de la longueur du livre. Si c'est un livre long, plutôt un tiers. Je fais une projection du temps pour vraiment être sûr de négocier correctement le tarif, mais aussi pour négocier les délais. Et c'est vraiment fondamental parce que c'est un travail chronophage qui prend beaucoup de temps et qui demande une attention toute particulière parce qu'on navigue entre 2 textes. Et c'est particulièrement difficile, enfin c'est particulièrement, enfin ça absorbe beaucoup d'attention, donc il est vraiment capital de renégocier les délais. On arrive quand même relativement au bout de chaîne et souvent c'est difficile et on va nous demander vraiment d'absorber le travail de révision de traduction quand on partait initialement sur une prépa de copie dans un temps à peine rallongé. Et ça, ce n'est pas possible parce qu'on s'épuise et on ne fait pas du tout un bon travail si on n'a pas un minimum de confort de temps. Voilà, donc double négociation. L'éditrice avec qui on négocie, qui porte la casquette. Raphaël, enfin, je sais que vous faites un point aussi en cours de route avec vos préparateurs de copie, réviseurs de traduction, et que effectivement, parfois, vous avez évalué la bonne quantité de révision, et puis parfois, il y a forcément des surprises. Et justement, du point de vue de l'éditrice qui doit gérer un planning, la marge de manœuvre, elle est comment?
C'est compliqué, ça dépend des textes, mais il arrive que ça soit un peu serré. Et du coup, c'est vrai que c'est compliqué parce que si ça décale, parfois si c'est très serré, si ça décale d'une semaine la remise, ça peut tout s'enchaîne et ça peut faire sauter on peut être en retard pour notre BAT, donc en retard pour le BAT, en retard pour la livraison du livre, en retard pour l'office. Voilà, c'est les cas. Après, bon, ce qu'on essaie de faire dans ces cas-là, on va serrer, nous, au bureau après, on essaie de laisser le maximum. Parce que ça, j'entends bien quand c'est parfois, et puis on veut que le résultat soit bon, parce que ça sert à rien d'avoir pressé la réviseuse pour après récupérer un texte qui soit encore, ou du coup, ça fait effet boule de neige, c'est le correcteur qui passera plus de temps dessus parce que du coup, la traduction n'est pas bonne. Donc on essaie, dans la mesure du possible, on essaie de tout négocier. Quelque chose qui est acceptable pour tout le monde et nous de serrer chez nous et de dire, bah, du coup, parfois, nous, notre biais pour gagner du temps, je dirais, c'est au stade des épreuves. Nous, en général, on fait toujours relire les épreuves par le correcteur d'abord et on envoie les épreuves corrigées par le correcteur au traducteur qui peut voir les corrections et valider, invalider. Comme ça. Et parfois, là où on peut gagner du temps, c'est que parfois, on va faire corriger en parallèle les épreuves du correcteur par le correcteur et par le traducteur. Et ensuite, on va tout mettre ensemble et appeler ensuite, voilà, s'il reste des questions ou il y a des choses, appeler le traducteur. Ça nous permet de gagner en général entre 10 et 15 jours voilà, qu'on va pouvoir rebasculer peut-être pour le temps de la révision. Donc, Karine demande, alors elle demande à Sophie et Julie, mais comme Julie en général a toujours la VO sous le nez, si j'ai bien compris, en prépa de copie de traduction sans VO, alors sans parler la langue, j'imagine, êtes-vous parvenu à déterminer par quel mécanisme vous repérez les contresens et erreurs de traduction? Parce que Karine travaille sur de nombreux textes littéraires et historiques réécrits en russe, qui est une langue qu'elle ne maîtrise pas, et elle ne s'explique toujours pas comment elle alerte quasiment à coup sûr sur ce type d'erreur qui relève purement de la langue. Elle dit qu'à la longue, elle a l'impression d'avoir appris par les lire une langue qui serait la traduction du russe en français. C'est une nouvelle langue, j'aime beaucoup. Oui, moi aussi, j'adore. Nouvelle langue. On ne peut avoir aucune certitude sur tout ce qui va vraiment être contresens, faux sens. Là, c'est vraiment beaucoup plus une approche stylistique de cohérence globale, d'harmonisation, d'éventuelles fausses notes. Quelque chose qui est discordant d'un seul coup. Voilà, on est quand même sur quelque chose de plus macro que une vérification évidemment d'un faux sens ou d'un contresens quand on ne parle pas la langue. En revanche, il y a des choses qui crissent en fait, et en général quand il y a un grain de sable ou quelque chose, il y a anguille sous roche, et souvent il y a quelque chose à vérifier auprès de la traductrice ou du traducteur. Après, s'il y a des choses factuelles, enfin, s'il y a vraiment des informations factuelles, on va les vérifier de la même façon qu'on le fait sur une prépa de copie française. C'est là où la prépa de copie d'une langue qu'on ne parle pas, ça n'est pas à proprement parler une révision de traduction. Eh bien, nous avons une question d'une traductrice, d'une merveilleuse traductrice. Bonsoir, Julie Siboni, traductrice d'anglais, qui a une question pour nos deux formidables réviseuses. Elle dit qu'elle fournit toujours en rendant une traduction, un fichier avec des notes à l'intention du préparateur, indiquant ses partis pris, les points de vigilance pour la relecture, des coupes s'il y en a, mais aussi ses doutes, ses hésitations. Elle demande si c'est souvent le cas et si ça vous est utile. C'est extrêmement utile. C'est formidable. Enfin là, vraiment, on part, par exemple, moi, quand je parlais du travail de mise à plat, enfin de cette première lecture comme ça de recueil d'impressions, c'est notamment pour recueillir ce que Julie fournit à l'éditrice et au préparateur ou préparatrice derrière. Donc c'est extrêmement utile et précieux. Merci Julie pour les collègues qui reçoivent ce document.
Je suis tout à fait d'accord avec Sophie. C'est le bonheur quand on reçoit une note de traduction comme ça. On sait exactement où on va. Le dialogue est déjà lancé et c'est vraiment de très bonnes conditions. Ça n'arrive pas souvent en ce qui me concerne. Mais merci, merci de faire ça. C'est super. Question parcours, comment on passe de lecteur-correcteur traditionnel, enfin, et donc plutôt du français, à réviseur de traduction? C'est une opportunité. Certains sont plus spécialistes d'ailleurs. Raphaël, est-ce que tu as des préparateurs de copie chez Stock qui font que du français et d'autres pour lesquels la révision de traduction, tu les sens plus, notamment pour des questions de langue aussi peut-être, mais ou est-ce qu'il y a une formation spécifique? Est-ce que c'est le fait de maîtriser des langues étrangères aussi? Comment ça s'est passé pour... Nous, en général, pour les révisions de traduction, on travaille avec des gens différents que ceux qui font nos prépas de copie et nos prépas de, prépas de traduction, vraiment. Mais si jamais il y a un vrai travail un vrai travail de révision ou un peu plus lourd, on va passer avec voilà, on va travailler avec des gens qui ont plus l'habitude de faire ça de façon régulière. Et pour répondre à la question, et oui, on n'est pas les mêmes tarifs pour une révision que j'ai vu de traduction, bien évidemment, que pour une prépa. Et qu'en général, pour une révision, on demande au réviseur, après, donc on lui envoie le texte, on se parle, on lui demande de nous faire un devis. Et aussi de nous donner son calendrier. Donc après, c'est de la négociation sur est-ce qu'on arrive à se mettre d'accord. Mais c'est pas le même travail. Et c'est vrai que nos réviseurs de traduction, souvent, c'est des gens qui ont fait beaucoup ça, qui ont fait ça soit dans des maisons d'édition, qui étaient dans des services je sais pas comment on dit, de correction, révision au sein d'une maison d'édition et qui ont l'habitude de faire ce genre de travail, qui prend plus de temps, effectivement, que la prépa de copie. Parce que nos préparateurs de copie classique, en général, ils ont un rythme, ils ont déjà un calendrier très plein, avec un rythme très pris, ils savent déjà ce qu'ils vont faire, et tout à coup, d'avoir un texte où va falloir passer 3 semaines dessus, c'est plus compliqué. Donc c'est vrai que c'est deux... Oui, c'est un peu différent. Mesdames, Sophie, Julie, vous êtes arrivées à la révision tout de suite? Ça s'est fait par hasard, par contact, par je ne sais quoi? Pour ma part, en fait, un jour, une éditrice m'a demandé si je savais faire et si ça m'intéressait, et je me suis lancée, et voilà, j'en fais depuis. Donc, c'est un peu le hasard et l'opportunité qui m'a fait devenir réviseuse de traduction. Et moi, enfin, c'est vraiment, voilà, il y avait pêle-mêle un travail de prépa de copie sur des textes français ou des textes traduits. Et, ben, j'ai très rapidement aimé vraiment ce travail sur le texte second, parce que c'est un billard, enfin, il y a plus de bandes, il y a quelque chose de... voilà, d'assez subtil en fait dans cette réception d'une écriture seconde, et je la trouve passionnante en fait. Combien d'heures? Alors, question très rapide avant de vous poser la question qui tue, à laquelle il faudra répondre en 2 minutes à la fin. Combien d'heures vous pouvez travailler par jour? Alors là, c'est vraiment la question très pratico-pratique. Sophie et Julie, combien d'heures par jour à faire de la révision? 6 heures. Pareil que Sophie, au bout de 6 heures, le cerveau ne fonctionne plus correctement. Donc voilà, 6 heures maximum. Ouais. Et donc la question qui tue pour 4 minutes, vous m'en voudrez pas, mais je l'aime beaucoup cette question. Enfin, je les aime toutes, hein, mais là, celle-là, elle me semble importante. C'est Anne qui la pose. Et comme vous l'avez vu hier, oui, c'est hier, ça l'a dit hier, les traducteurs ont écrit un texte pour dénoncer ce que pourrait faire à la qualité de leur travail l'intelligence artificielle. Est-ce que vos métiers de réviseur, de préparateur de copie, de correcteur peuvent être touchés
aussi par cette sacrée IA qui peut parfois avoir de bons côtés, mais je ne pense pas sur ce genre de choses. Voilà, est-ce que vous vous sentez aussi en danger, comme se sentent en danger les traducteurs, mais peut-être les auteurs bientôt, comme se sont en danger les scénaristes, les acteurs à Hollywood. Enfin, c'est quand même un truc un peu bizarroïde qui nous tombe dessus là. Et voilà, peut-être que bientôt c'est une IA qui vous interviewera pour les soirées de la CLF, sait-on jamais. Enfin voilà, imaginons ça. Vous, est-ce que vous vous sentez en danger ou là, pour le coup, vous serez peut-être bien les derniers touchés? Le danger, il existe depuis un bon moment dans le sens, par exemple, où des maisons d'édition ou peut-être plus encore des journaux ou des revues ont substitué le travail des correcteurs et correctrices par les formidables logiciels de correction qui existent. Il y en a vraiment de très, très, très bons, ce qui peut être l'équivalent de l'intelligence artificielle. Alors certes, on peut avoir des textes impeccables du point de vue des insécables, de la correction grammaticale et orthographique. En revanche, la cohérence propre d'un texte, enfin, il y a des choses qui échappent complètement et qui là, je pense, ne sont pas prêts de menacer. Qu'est-ce qui fait la clarté? Qu'est-ce qui fait d'un propos? Voilà, je vois difficilement à l'heure actuelle, une intelligence artificielle se substituer à ce type de lecture et d'analyse de texte. Julie qui prend qui a un air atterré. Non, en fait, je n'ai jamais réfléchi trop à cette question, donc j'ai pas vraiment d'opinion, mais je suis complètement d'accord avec ce que vient de dire Sophie. Je pense que pour rendre l'intention de l'auteur, sa sensibilité, son style, le rythme des phrases, la cohérence, je pense qu'on n'y est pas encore. Après, bon, voilà, c'est pas, on verra. Je ne sais pas. Alors, il reste 1 minute. Nathalie, qui est traductrice, dit: la marge de négociation des traducteurs est très réduite. Les tarifs au feuillet sont imposés, souvent les mêmes ou presque, que le texte soit difficile ou facile. La marge de négociation chez vous est-elle plus importante? La difficulté est-elle réellement prise en compte? Impossible pour nous, traducteurs, de réviser le tarif en cours de traduction, que je sache. Enfin, je peux parler des deux marges. Dans les deux cas, non, les marges sont à la marge. C'est pas spectaculaire en fait les écarts. Enfin, négocier sur la difficulté d'un texte reste une réalité assez, enfin voilà, dans un éventail assez restreint. Alors, en ce qui me concerne aussi, la négociation est toujours difficile, mais je l'argumente de plus en plus, de mieux en mieux. Je prends le temps d'expliquer, de faire tout un travail de pédagogie quand il y a besoin. Et voilà, je ne sais plus ce que je voulais dire, pardon. Petite question pour Raphaël. Raphaël, est-ce que vous payez plus quand il y a une révision que pour une prépa de copie simple? Oui, ce que je disais, oui, bien sûr, on fait différemment. On paie plus et on voit et on demande dans ces cas-là aux réviseurs de nous fournir un devis. Et après, à partir de ce devis, on discute et on voit si c'est possible, si ça rentre dans le compte d'exploitation de notre ouvrage. Et voilà, mais on fait pas, c'est pas le même travail. On sait que c'est pas le même travail, donc on n'applique pas les mêmes tarifs. Et quand vous externalisez, en tout cas une langue, on va dire pas rare, enfin donc un réviseur, préparateur qui connaît cette langue, vous donnez systématiquement une copie de la VO, même si vous sentez qu'il y aura plus un travail de prépa de copie, plus que de grosses révisions, vous donnez systématiquement la VO parce que Oui. qu'il y a un œil sur la VO.
Toujours exactement, c'est exactement ce que Sophie disait un peu au début, c'est que même pour une prépa, s'il y a un truc qui accroche, un truc bizarre ou quelque chose, que le préparateur puisse aller se référer à la VO et voir, et souvent régler le problème de façon assez simple. Mais oui, on envoie systématiquement, quand c'est une langue que le préparateur ou la préparatrice peut lire, bien sûr, on envoie la VO. Eh bien, mesdames, il est 21h02 et avant que vos enfants ne vous renient d'avoir passé 2 heures derrière votre écran à l'heure du dîner, je me vois dans l'obligation de vous libérer, je pense. Je ne voudrais pas avoir de problème plus tard. Un grand merci, Julie Galante-Fouquet, Sophie Houfnoug et Raphaël Libart. Que c'était riche de vous entendre. Et puis, merci à vous toutes et tous qu'on ne voit pas, mais on voit vos initiales. Et puis surtout, vous êtes de plus en plus actifs sur le chat. Je n'ai pas pu tout à fait poser les questions de tout le monde, mais presque. Je crois qu'il y en a presque pas que j'ai... Enfin, il me semble que j'en ai pas trop loupé. Après, ce qui est génial, c'est que dans le chat, vous vous répondez, vous vous parlez, vous commentez. Enfin, il se passe une discussion aussi dans le chat qui est très chouette, enfin, qui est tout à fait, je pense, dans cette idée de partage de compétences, d'expériences, qui est l'idée de la CLF. Donc, voilà. Un grand merci, évidemment, un grand merci à Gaëlle et à Étienne, et puis aux gens autour d'eux, qui assurent la technique, la com, tout ça. Enfin, là aussi, c'est un travail d'équipe. Et donc, prochaine soirée le 2 novembre. Alors, j'ai oublié le nom, mais je voudrais pas avoir la langue qui fourche et mal prononcer les noms de famille que je ne sais pas encore tout à fait par cœur. Mais donc, pareil, une éditrice et 2 préparatrices de copie, et puis réviseuses. Et puis le 30 novembre, et où là, il sera effectivement question des langues rares, et de voir si le réviseur les parle pas, et comment l'éditeur ou l'éditrice gère. Et voilà. Au revoir tout le monde. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci Bonsoir. beaucoup. Merci à vous quatre.